Alors, Rosanna, aujourd'hui, on est dans ton cabinet d'avocate. Et donc, tu veux nous parler, je crois, du délit d'outrage, c'est ça? Oui, alors plus spécifiquement du délit d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. C'est un délit qui est prévu par l'article 433-5 du Code pénal et qui punit donc les personnes qui auraient outragé ces personnes dépositaires d'autorité publique d'1 an d'emprisonnement, de peine allant jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. La peine a été augmentée en 2017 pour répondre aux revendications des forces de l'ordre et de leurs syndicats et pour s'aligner sur le délit d'outrage à magistrat. Qu'est-ce que c'est un outrage par rapport à une injure? C'est une insulte, effectivement, mais qui est proférée et qui porte atteinte à la fonction de la personne qui est outragée. C'est-à-dire qu'en fait, dans le délit d'outrage, ce n'est pas la personne elle-même qui est protégée, c'est l'institution qu'elle représente, c'est l'État. Et d'ailleurs, le délit d'outrage dans le Code pénal, il figure dans le chapitre des atteintes à la nation, et non pas des atteintes aux personnes. Les personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est pas n'importe quelle personne chargée d'une mission de service public, c'est pas la même chose. Dépositaires d'autorité publique, c'est les gendarmes, les policiers nationaux, les policiers municipaux, les forces de l'ordre. Ce délit d'outrage à personne dépositaire d'autorité publique pose plusieurs problèmes et à mon sens, il serait temps qu'on en sorte ou alors qu'on le fasse évoluer vers quelque chose qui soit plus démocratique et plus conforme à la Convention européenne des droits de l'homme qui régit le droit français. Ce délit d'outrage, il porte atteinte à la liberté d'expression qui est protégée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une atteinte à la liberté d'expression et ça a déjà été jugé pour une autre institution qui était le délit d'offense au président de la République, qui était prévu par le Code pénal. Et on a dû monter jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. La France a été condamnée dans l'affaire Éon qui a fait grand bruit il y a quelque temps. Et elle a dit, cette Cour, c'est une ingérence des autorités publiques dans le droit à la liberté d'expression. Et que cette immixtion enfreint la Convention européenne des droits de l'homme. Donc suite à cela, la France a modifié son code pénal et a abrogé ce délit d'offense au président de la République. Comment ça se passe ailleurs ? Par exemple en Italie. En Italie, il y a un délit d'outrage qui est prévu, mais pour cela, il faut plusieurs conditions pour qu'on puisse l'activer. Il faut que l'outrage ait lieu dans un lieu public. Il faut qu'il y ait plusieurs témoins. Et au moins 2 personnes doivent y avoir assisté de manière effective. Il faut que la preuve de l'infraction ne soit pas réduite à de simples déclarations. Et il faut que l'outrage, au moment où il a lieu, ait empêché l'agent dépositaire de l'autorité publique de faire un acte qui relève de sa fonction. Aux États-Unis, ça n'existe pas du tout parce qu'on considère là-bas que ça va à l'encontre du premier amendement de la Constitution des États-Unis, qui est la liberté d'expression. En France, comment ça se passe ? En France, on a une difficulté puisque la personne qui constate l'outrage est souvent la personne qui est outragée. Je suis face à une personne dépositaire de l'autorité publique. Peut-être qu'elle me provoque. Peut-être qu'elle ne m'a pas parlé correctement. Moi, citoyen, je ne suis pas obligée d'accepter qu'on me parle de la sorte. Donc je peux effectivement peut-être dire des mots qui sont une simple réponse à la façon dont on m'a parlé. La personne dépositaire de l'autorité publique peut parfaitement dire « Ah, là, il y a outrage. » Okay ? Et donc décider à ce moment-là, elle-même, de placer éventuellement en garde à vue, alors sous le contrôle du parquet, tout ce que tu veux, quoi, mais c'est elle qui décide de t'emmener au commissariat ou à la gendarmerie, de te placer en garde à vue éventuellement. Donc tu as cette difficulté, la confusion des rôles entre la personne qui se plaint d'outrage et celle qui a le pouvoir de coercition et le pouvoir de t'emmener au commissariat. Peut-être que ce que tu as dit ne relève pas de l'outrage. Pour autant, c'est laissé à leur libre appréciation. Donc tu peux n'avoir rien dit ou rien de ce qui caractérise cette infraction-là et pour autant te retrouver en garde à vue ou dans un commissariat, devoir t'expliquer sur tes propos. Qui est-ce qui va pouvoir témoigner du fait qu'il y a eu un outrage ? Ce sont les collègues de la personne outragée. Voire pire, ça peut être les subalternes de la personne outragée. C'est-à-dire que tu te retrouves à devoir interroger ton chef en tant que victime. Et tes collègues qui vont devoir témoigner pour leur chef en tant que victime. La Cour de cassation a dit en France que ça ne respectait pas les règles du procès équitable, que ça contrevenait à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour autant, quotidiennement, en France,
Et dans notre département, on passe outre cette jurisprudence et ce principe en fait qui est fondamental, qui est que le procès équitable commence dès la phase d'enquête, donc dès les constatations du délit d'outrage. Il faut faire évoluer ce délit d'outrage parce que dans la loi de la presse, qui est relative à l'injure, il y a déjà tout en fait pour sanctionner le délit d'outrage. Sauf qu'il y a dans la loi de la presse ce qu'on appelle l'excuse de provocation. C'est-à-dire que si on estime qu'en fait on nous a dit quelque chose et qu'on a répondu un peu sur le même registre, c'est une excuse de provocation et donc on ne peut pas être poursuivi, ou en tout cas condamné par la suite pour outrage. Pour injure, plus exactement. Ce qui n'existe pas pour l'outrage. Donc on n'a pas besoin de passer par des peines de prison, par ces biais qui sont finalement antidémocratiques et anticonventionnels pour protéger l'État et pour protéger la fonction des personnes dépositaires de l'autorité publique. Et on peut comprendre effectivement qu'elles aient besoin d'être protégées dans leur fonction, mais pas comme c'est fait actuellement en France. Donc en cela, le délit d'outrage est disproportionné et porte une atteinte à la liberté d'expression. Le délit d'outrage est aussi constitue une rupture d'égalité entre les citoyens. Pourquoi est-ce qu'un policier devrait être plus protégé qu'un professeur, par exemple ? L'article 1er de la Constitution du 458 dit « La République assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine ou quelque distinction que ce soit. » Donc, en ça aussi, le délit d'outrage, il pose un problème. Et l'outrage participe aussi à la pénalisation des rapports sociaux. Et ça, c'est la secrétaire du syndicat de la magistrature qui l'avait dit. Et dans un rapport, elle avait relevé qu'il y avait eu plus de 80% en 10 ans d'augmentation des délits d'outrage qui étaient comptabilisés. Et donc, cette tendance à la pénalisation, elle s'observe surtout auprès des jeunes des cités, mais de plus en plus auprès de n'importe qui, en fait. Parce que c'est une tendance lourde, en fait, de la façon dont se nouent les relations sociales et cette ambiance, en fait, qui est celle dans laquelle on vit aujourd'hui. L'ACAT, l'Association contre la torture, c'est une ONG qui a publié le 14 mars 2016 un rapport d'enquête qui s'appelle « L'ordre et la force ». Et alors, qu'est-ce qu'elle a relevé ? C'était un des premiers rapports qui sortait comme ça sur plus généralement les violences policières, mais donc qui a relevé la façon dont était utilisé le délit d'outrage. Ce qui se passe quand il y a des interpellations un peu houleuses, un peu problématiques, eh bien, on accuse, c'est-à-dire si la police s'est emporcée, elle était un petit peu légère avec sa déontologie et les règles d'interpellation et les règles techniques qu'elle était censée utiliser, et que finalement la personne en face est blessée. D'accord ? A posteriori, il est possible de maquiller un petit peu cette procédure, de la rendre un peu plus acceptable aux yeux de la juridiction qui est censée statuer par la suite en disant « il s'est rebellé ». D'où les traces de coups, par exemple, qu'il porte sur lui. Il m'a outragé. Donc, en fait, c'est réécrire l'histoire. Et en fait, ce que l'ACAT a remarqué, c'est qu'il y avait une justice à deux vitesses et que ces délits d'outrage qui vont en général avec les menaces de mort et la rébellion, c'était une manière d'empêcher la personne qui a été interpellée ou contrôlée de pouvoir faire valoir ses droits en cas d'une interpellation qui ne s'est pas passée normalement. Une personne qui est accusée d'outrage ou de rébellion ou de menace contre une personne dépositaire de l'autorité publique, elle va passer en comparution immédiate. C'est-à-dire, elle va aller en garde à vue, à l'issue de sa garde à vue, elle va comparaître devant un tribunal, ça va se passer en quelques jours. Parallèlement à cela, si elle s'est plainte de coups ou de manque de déontologie des forces de l'ordre, sa plainte, elle va mettre des mois, elle va peut-être être classée, cette personne va devoir peut-être déposer plainte avec constitution de partie civile auprès des juges d'instruction, ce qui va aboutir au bout d'années, de plusieurs années, à un non-lieu. Donc, et finalement, s'il se passe quelque chose, si finalement cette procédure aboutit à quelque chose, on va lui dire « oui, mais attendez, vous avez été condamné pour outrage ». Donc ça contribue aussi à décrédibiliser toutes les démarches qui auraient été faites par le citoyen accusé d'outrage et qui lui-même accuse les forces de l'ordre peut-être d'usage disproportionné et non nécessaire de la force. Il y a aussi un autre avantage, outre les facilités qui sont offertes aux personnes dépositaires d'autorité publique pour constater elles-mêmes l'infraction dont elles se disent victimes. Il y a donc cette demande de dommages et intérêts qui est faite concomitamment en dédommagement du délit d'outrage. Les sommes moyennes, on va dire, qu'ils peuvent percevoir,
c'est, on va dire, entre 300 et 1000 euros. C'est ce qui est attribué à chaque agent qui se dit victime d'outrage, donc par une juridiction. L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, en 2013, a rendu un rapport qui s'appelle « La criminalité en France » et dans lequel elle a relevé déjà en 2013 une hausse des atteintes à l'autorité de l'État. Et c'était 73,5% des atteintes étaient constituées par l'outrage. Et l'inspection générale de l'administration, dans un rapport très officiel, un rapport sur l'évolution de la maîtrise des dépenses de contentieux à la charge du ministère de l'Intérieur, a relevé que sur près de 20 000 dossiers de protection fonctionnelle, seuls 300 sont rejetés. Sur 20 000, 300 sont rejetés. Leurs frais d'avocat sont pris en charge et derrière, il y a une sorte de fonds de garantie qui leur assure le paiement des dommages et intérêts qu'ils auront obtenus auprès du tribunal correctionnel ou de quelconque juridiction qui leur alloue des dommages et intérêts. D'ailleurs, ce même rapport, il a constaté qu'il y avait des sortes d'habitués de l'outrage, en fait, des noms qu'on retrouve et qui reviennent de façon assez régulière. L'anthropologue Didier Fassin, qui a travaillé donc sur cette question de la façon dont fonctionne la police, dit qu'en fait, tous ces délits d'outrage, ils sont plus révélateurs des incivilités commises par les forces de l'ordre que celles commises par la population. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la loi sécurité globale pose un réel problème au regard de ce délit d'outrage, parce que ce n'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faudrait aller pour aller vers plus de démocratie et vers plus d'égalité et un apaisement des relations sociales. On va complètement dans la mauvaise direction en répondant aux volontés de syndicats policiers. Ce n'est pas comme ça qu'il faudrait faire. Ce projet de loi sécurité globale, il pose problème parce qu'on y parle de caméras portables. Donc toutes les patrouilles de police et de gendarmerie devraient être équipées. Et avec une transmission de flux au centre de commandement en temps réel, avec toute la problématique des reconnaissances faciales qui se posent derrière. Donc on voit que ce projet pose un problème et liberticide sur ce point-là. Il y a aussi la surveillance par drone qui est prévue dans ce projet de sécurité globale et qui entraîne une capacité de surveillance généralisée de l'espace public. Là encore, ça va à l'encontre de nos libertés individuelles et de nos libertés publiques. Les images de violences commises par les forces de l'ordre ne pourront pas plus être diffusées. Et quand on sait à quel point c'est difficile devant une juridiction de faire valoir la parole de celui qui est poursuivi pour outrage en disant mais ça ne s'est pas exactement passé comme ça parce que tous les collègues entre eux ils s'accordent sur une même version jusqu'à des fois à faire des copier-coller et que la seule façon de contrebalancer tout ça c'est de produire la preuve contraire, d'ailleurs, c'est une atteinte aussi à la présomption d'innocence, parce qu'on a une présomption de culpabilité de la personne qui est poursuivie pour outrage et qui doit elle-même pouvoir rapporter la preuve qu'elle est innocente. Les syndicats de police l'ont parfaitement compris, puisque tout ce qui se fait là depuis les Gilets jaunes, c'est le moment où finalement cette question a été posée publiquement. On a commencé à se poser des questions, en tout cas sur la place publique, du fonctionnement de nos institutions policières, gendarmerie, etc. Ce qui se passe depuis les Gilets jaunes, c'est que les citoyens racontent la façon dont eux vivent l'histoire. C'est leur propre narration, c'est une autre façon de voir ce qui se passe et de raconter ce qui se passe. Et donc, avec ce projet de loi sécurité globale, ce qu'on veut empêcher, c'est la narration de ces événements-là et de ce phénomène-là par les citoyens. Alors, tu avais 2 lectures, justement, peut-être, pour aller un petit peu plus loin. 2 lectures et un film, en fait, qui sont d'actualité. Film, c'est le film de David Dufresne, Un pays qui se tient sage. Et dans le même ordre d'idées, tu as alors cette revue, la revue dessinée, là, que j'adore. C'est une revue, en fait, c'est l'actualité en bande dessinée. Et c'est vraiment bien parce que ça te parle des armes, de l'affaire Le Guet. Nous, ça nous concerne à Nice particulièrement. Des histoires de gilets jaunes qui ont été éborgnés, qui ont eu des mains arrachées. Et tu as aussi donc ce livre-là, La force de l'ordre, qui a été... donc voilà les auteurs. Et Didier Fassin, en fait, c'est une enquête qu'il avait menée en 2005, au moment à peu près des émeutes, mais il était soit juste avant, soit juste après, mais pas pendant les émeutes où il y avait une suspension de son enquête. Il est resté, je crois, 15 mois dans un commissariat, la BAC, la Brigade anticriminalité en région parisienne. Il en a fait un livre. Ça a été réédité sous forme graphique, là encore en bande dessinée, donc facile à lire, récemment. Donc là aussi, c'est quelque chose que je vous conseille parce que ça donne plein de pistes de lecture, de pistes de réflexion
et qui sont faciles d'accès. La remise en question, elle doit aussi se faire du côté des forces de l'ordre, de ne pas abuser de cette protection qui peut être légitime qui leur est faite. Effectivement, personne n'a accepté de se faire insulter dans le cadre de son travail. On est d'accord. Mais par contre, dévoyer une possibilité procédurale de protection à des fins, alors soit pour se faire de l'argent, soit c'est une déviance autoritaire qui n'est pas acceptable, tout ça, c'est aussi une remise en question qu'il faut faire du côté des forces de l'ordre, et aussi une remise en question qui doit être faite du côté de la façon dont la justice est rendue. D'analyser, les juges doivent analyser avec beaucoup plus d'objectivité les éléments qui leur sont produits, ne pas protéger par principe, ou alors demander des preuves qui sont très compliquées à apporter à une personne qui est accusée d'outrage. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que finalement, les contre-pouvoirs puissent faire leur travail aussi. Les contre-pouvoirs, c'est quoi? C'est les médias, donc on ne les empêche pas de faire leur travail avec ce projet de loi qu'ils ont l'intention de voter. Qu'on permette aussi que la justice fasse son travail aussi, en faisant son travail d'analyse de façon correcte et équilibrée entre les différentes parties et les différents droits en présence. Donc, c'est des responsabilités collectives et qui fait que chacun a sa place avec des petits renoncements. Les petits renoncements font les grands renoncements et les grandes dérives.